Ils sont là-bas, ils sont venus d'où c'est qu'ils sont déjà des Alpes de Haute-Provence. De la Drôme, non? De la Drôme, donc ils sont venus de la Drôme. Donc vous voyez, il y a des personnes de Marseille, de Nice, un peu de partout. Du Verdon. Après, je tiens à remercier aussi déjà tous nos invités. Ah oui, attends, là j'y arrive, mon cher Jean-Pierre. Allons. Là pour l'instant, vous êtes les derniers dont je vais parler. Donc il y a nos invités qui sont venus, qui ont fait le déplacement exprès, tous les amis de Jimmy, et un peu je dirais la bande de copains qu'on était. On se connaît tous plus ou moins bien, pour pas dire très bien même. Donc il y a Jean-Pierre Girard qui est avec nous, alors le célèbre Jean-Pierre Girard, qui a fait le voyage de sa Bourgogne natale, extrait pour être présent. Alors Jean-Pierre Girard, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre, eh bien c'est ce monsieur qui est tout modeste et mondialement connu, qui arrive à tordre des barres uniquement par la puissance de l'esprit. On prend une barre dans la main, et ça je peux vous garantir que c'est loin d'être des blagues, c'est la vérité. Premièrement parce qu'on a été aux premières loges pour le voir, ensuite on a suivi des stages avec Jean-Pierre, et nous-mêmes on a réussi à faire cet exploit aussi. Donc il n'y a pas de trucage du tout. Donc Jean-Pierre Girard, qui a bien connu Jimmy, eh bien, a fait le voyage de Bourgogne. Je crois qu'on peut aussi l'applaudir, surtout avec le temps qu'il fait. Il y a également aussi Daniel Muguet qui est là. Voilà, Daniel, je te remercie aussi d'être venu. Alors, Daniel Muguet est venu de Montpellier, c'est ça? De Montpellier? Encore après Montpellier. Bon, il a fait le déplacement exprès pour cette journée mémorable. C'était aussi un très bon ami de Jimmy, et c'était l'hypnotiseur de Jimmy. Donc, quand Jimmy avait besoin de faire une régression sur des personnes qui avaient été en contact très rapproché avec les ovnis et les extraterrestres, eh bien c'est à Daniel qu'il demandait de faire des régressions. Donc sa grande spécialité c'est l'hypnose, et je peux vous garantir, pour le connaître, qu'il connaît sa partie. Donc merci Daniel. Ensuite Bernard Hugues qui est venu de Marseille aussi, qui est venu pour l'occasion. Qui a bien connu Jimmy aussi, Michel Tortora. Alors elle vient de très loin, elle vient de Toulon. Voilà. Mais c'était son attaché de presse au Canada, à Jimmy. Donc elle a très bien connu Jimmy. Et il y a également aussi Paul Amoros aussi, qui nous vient du fin fond du département, du Soleil, du hameau de Soleil, qui est la dernière maison du département, qui a bien connu Jimmy aussi. Le Moulin de Soleil, donc célèbre Moulin de Soleil, il était le meunier de ce moulin, qui était le dernier moulin en fonctionnement dans tout le sud de la France, qui malheureusement maintenant est en panne à cause d'une pierre que la roue a pris et qui n'a jamais pu être réparée. Aux dernières nouvelles, peut-être que des réparations vont pouvoir être faites et le moulin va peut-être retourner. Donc ce serait une très bonne chose. Donc voilà, du Haut-Var, on peut dire, puisqu'il est à la limite du département. Ensuite, quelles sont les autres personnes que j'oublie? Ah oui, Alain Lecairn, bien sûr. Alain, incontournable Alain, qui nous vient de Marseille aussi. Et Alain Lecairn, un vieux de la vieille, un ami de longue date aussi, de Jimmy. Voilà. C'est aussi, une bonne partie d'entre eux sont aussi des anciens membres de l'IMSA, Institut mondial des sciences avancées, dont Jimmy a été un des fondateurs, et dont je donnais la parole en tout premier lieu à Alain Lecairn. Je vais parler à Jimmy si vous voulez bien, parce que je ne peux pas parler de Jimmy comme je parle d'un absent, dans la mesure où, quand j'étais môme, les premiers livres de science-fiction que j'ai lus étaient ceux de Jimmy Dieu. J'ai eu la chance, plus tard, de le rencontrer. Si vous vous tournez vers lui, grâce à Silvio Usai qui est là, c'est lui qui m'a présenté Jimmy. Mais je suis devenu l'ami de l'homme qui m'avait fait rêver quand j'étais enfant. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et cela a orienté, déterminé toute ma vie. Sur le plan de mes choix,
philosophique, scientifique, humaniste, choix que je continue d'honorer. Aussi, Jimmy, je voudrais te dire, parce que tu es là, que nous restons fidèles à ce que tu nous as montré. Nous restons fidèles à la façon de regarder vers le haut, d'être fidèle à autre chose que l'ordinaire réalité. Et tu es là parce que, ainsi que cela nous a été dit, lorsque l'on est réunis au nom d'une personne, si l'on croit à cette loi d'amour, cette personne est au milieu de nous. Et c'est à la fois un remerciement, c'est à la fois un hommage, et c'est à la fois une méthode, une présence. La méthode, elle est simple. C'est de ne rien prendre comme étant une vérité. Rien prendre comme étant une vérité, c'est ce que je viens de dire. Ça veut dire que c'est l'ouverture à autre chose, et c'est pour ça qu'on voit des signes dans le ciel. C'est pour ça que les signes qui se passent sont des synchronicités. C'est pour ça que nous ne croyons pas au hasard. C'est pour cela que nous sommes ouverts à tous les phénomènes qui peuvent se produire, bref, à tout ce que nous avons fait pendant tant d'années. Voilà, Jimmy, ce que je laisse maintenant aux autres de dire, mais simplement en ayant dans la pensée, dans le cœur, un remerciement profond, parce qu'on continue le chemin. Je souhaite simplement que tous ceux qui font de la recherche puissent un jour, ainsi qu'on l'a voulu à l'IMSA, se réunir, être en lien, être toujours en connexion pour échanger des informations. Le monde n'est pas en train de changer, le monde a déjà changé. Mais dans ce changement, il nous appartient de témoigner d'une certaine qualité de l'être et d'une certaine forme de réalité, une réalité qui passe par l'immensité, l'infinie diversité en d'infinies possibilités. Voilà ce que j'avais à vous dire. Il va y avoir peut-être parmi nous Guitarat qui n'a pas pu venir pour des raisons personnelles. Et donc il nous a envoyé un petit texte. Alors, est-ce que tu veux pas le lire? Voilà, je pense que tu es bien placé pour ça. D'accord, ok. Donc, vos amis IS et amis IES. Rendre hommage à Jimmy, c'est avant tout penser à ce copain, à ce frère, qui a su le premier se lancer dans la recherche ufologique lors des premières manifestations de ces mystérieux objets célestes. Affrontant toutes les critiques des savantasses, cet adjectif est de lui, il n'hésitait à aller défier ses adversaires à la radio et devant les caméras de télévision. Depuis, nombreux sont ceux qui, le désapprouvant à l'époque, sont devenus des ufologues convaincus en un seul mot. Lorsqu'il décida de créer l'IMSA, il fit appel à une équipe, j'allais écrire à une fratrie, de chercheurs opérant dans différents domaines des sciences dites parallèles. Beaucoup d'entre vous se souviennent des repas marseillais ou ceux de Toulon qui, franchissant le Rubicon dans le Var, s'étendirent jusqu'à Nice et dans sa région. Ces réunions permettaient à tous de s'exprimer et, comme dans les auberges espagnoles, chacun apportait les informations qu'il détenait et les partageait avec tous. Les sujets les plus tabous y étaient débattus dans la tolérance et l'amitié. Dans cet Orient que l'on dit éternel, Jimmy doit se réjouir aujourd'hui en voyant que le CROPS perpétue la grande idée qu'il avait faite sienne et qui consistait à briser les tabous de ce mystérieux inconnu dans lequel nous baignons en permanence. Merci Gilbert, merci Monique d'œuvrer sur le difficile chemin qu'il avait tracé. Tu ne m'auras fait plus le coup de dire des choses qui sont très émouvantes. Alors maintenant, je vais faire appel à Silvio Usaï. Alors Silvio Usaï
eh bien, c'est lui qui a dessiné pour Jimmy les dessins des petits gris. Voilà, donc il va nous en dire 2 mots. Il est musicien aussi. Il va nous dire peut-être 2 mots aussi de ce qu'il a composé pour Jimmy. Et puis il a aussi autre chose à dire. Je dirais un petit coup de gueule à dire peut-être. Je suis un des rares à l'avoir connu depuis toujours, puisqu'il m'a vu naître. Il n'était pas âgé à l'époque, mais il a fait la résistance avec ma mère. Donc je l'ai connu tout enfant, tout petit. Et puis nos chemins sont un peu séparés. Moi, dans mon adolescence, j'étais dans la musique. Lui, il faisait ses livres. Et je me suis remis à peindre à l'époque où j'ai fait les Beaux-Arts. Et il était invité à l'inauguration d'une petite librairie ésotérique. Et ces gens m'avaient demandé de mettre quelques tableaux. Et Jimmy était invité aussi au vernissage et à l'ouverture de cette librairie. Et voyant mes tableaux, il me dit si je savais qui a fait ça, je demanderais de me faire une couverture de bouquins. Je dis ben écoute, c'est moi. Donc ça a commencé comme ça. À notre époque, j'ai fait pas mal de bouquins de couverture pour lui dans la collection des maîtres français de la ASF chez Fleuve Noir. Voilà. Sinon, que dire? Bon, oui, j'ai composé une chanson qui s'appelle Ibi, les Chevaliers de Lumière. Je sais pas si vous... sinon, puis des portraits robots. Enfin, voilà, on ne s'est jamais quitté après par la suite. Je sais plus trop comment dire. Moi, je suis très ému. J'aurais dû venir avec une guitare et vous chanter tout ça, ça aurait été plus facile que de le dire en le parlant. Voilà, on pense toujours à lui, c'est sûr, tous les jours. Hein. Ah oui, alors, j'ai quelque chose de très important à dire. J'ai gardé un contact depuis toujours avec Lucia, son épouse, et qui est catastrophée par cette histoire que, soi-disant, Jimmy est mort à cause d'une barre d'uranium qui était sous son siège. Elle me dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? J'aurais été au courant de toute façon. La personne, je ne veux même pas dire son nom, qui dit avoir trouvé cette barre d'uranium, soi-disant l'a donnée en expertise à un physicien ou un scientifique. On ne connaît pas qui est ce type qui a fait des expertises. Voilà, donc tout ça, c'est un bobard total. Elle en souffre énormément. Alors elle m'a dit, chaque fois qu'il y a une réunion comme ça, surtout, tu es mon porte-parole, qu'ils arrêtent cette histoire. C'est faux, complètement faux. La personne qui a colporté tout ce mensonge, c'est sûrement pour se faire mousser, pour parler de lui. Donc il faut arrêter avec cette histoire. Il est mort d'un cancer, mais pas de ça. Voilà, cette barre d'uranium n'a jamais existé. Si quelqu'un avait trouvé quelque chose, il aurait été au courant tout de suite. Tiens, on a trouvé ça dans le bureau de Jimmy. Et puis qui est ce spécialiste qui a donné des résultats de cette barre d'uranium? On ne sait pas qui c'est, etc. Donc tout ça, c'est un bobard total et elle veut qu'on arrête. Merci. Je vous embrasse tous. Ok. Allez, ok. Alors, nous aurions dû aussi avoir avec nous Alain Guadalpi. Alain Guadalpi est un ancien d'FR3. Et ici aussi, nous avons une personne qui est d'FR3 aussi. Donc, vous auriez pu discuter même ensemble. Et il avait fait un film documentaire sur les ovnis. Et il avait évidemment, il connaissait bien Jimmy. Il devait être là parmi nous. Mais là aussi, il a eu des problèmes, disons, de dernière minute. Ce qui fait qu'il n'a pas pu être parmi nous. Il a bien connu Jimmy, notamment en tant que, disons, producteur d'FR3 et d'un film qu'il a fait. Alors, il nous a fait un petit mot. Alors, je vais vous le lire. Voilà ce qu'il dit. Hein? Eh bien, viens, tu viens après. Voilà ce qu'il dit. J'avais 15 ans lorsque j'ai rencontré Jimmy Gueux pour la première fois. Il dédicaçait L'Homme de l'espace à la librairie Laffitte, située en haut de la Canebière à Marseille. Je me souviens encore de la grande malice bienveillante qui animait ses yeux. Il était limpide, direct, solaire. Dans son costume bleu, impeccable, il ressemblait à Fangio, le coureur automobile. Alors ça ne nous rajeunit peut-être pas pour ça. Alors oui, quand on dit de quelqu'un qui est Fangio, l'origine elle est là. Il parvient en quelques phrases à me convaincre que l'imagination devait primer sur la raison. Cette rencontre a été pour moi déterminante, car je n'ai cessé toute ma vie de penser ainsi. Jimmy Gueux m'avait montré le vrai chemin. Aujourd'hui, la physique quantique démontre qu'il existe une surréalité issue de nos aspirations
et de nos rêves bien plus riches que l'illusion matérialiste. Mon cher Jimmy, tes rêves, peu à peu, se matérialisent les uns après les autres. Permets-moi, pour terminer, de citer ces quelques phrases que tu ne renierais pas. Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Saint-Exupéry. Tout ce que nous voyons ou croyons n'est qu'un rêve dans un rêve. Edgar Poe. Un rêve sans étoiles, c'est un rêve oublié. De Paul Éluard. Et Dieu sait qu'il en avait des étoiles dans tes rêves, Jimmy. Nous ne t'oublierons jamais. Alain Guadalpi. Voilà, un petit mot que Alain nous a fait pour nous tous ici et pour Jimmy. Alors tout naturellement, je vais appeler notre ami Jean-Pierre Girard, qui va à son tour témoigner de son ami Jimmy. Voilà. Et après, bon, ben, tu diras quelques mots. Bon, tu vas d'abord parler de Jimmy, puis après tu diras quelques mots sur l'écriture automatique. Oui, Jimmy Guilleux, effectivement, s'intéressait beaucoup à la parapsychologie pour comprendre que dans son parcours de réflexion, de recherche, la parapsychologie soit effectivement présente. Je l'ai rencontré plusieurs fois, il a l'immense gentillesse, je dirais, de faire des déplacements assez longs, parce que comme je suis un homme qui tantôt habite dans tel pays ou tantôt dans tel autre, mais il m'a vu simplement dans la belle région de Cahors, Milavio. Et à plusieurs reprises, donc, nous avons évoqué les rapports de la parapsychologie, tout au moins des manifestations paranormales, avec la notion de, disons, d'entité, pas forcément d'origine terrestre. Et il pensait que des personnes comme moi ou d'autres sujets qui manifestent des phénomènes paranormaux ont été des gens qui ont été plus ou moins contactés ou autres. Moi, par un coup de foudre que j'ai eu à l'âge de 7 ans, d'autres plus tard, mais ceci ne vous regarde pas, il semblerait que les personnes qui manifestent ce genre de capacité ont été à un moment donné soumis à un trauma important. Lorsque j'étais en Union soviétique, j'ai eu l'occasion d'expérimenter avec d'autres sujets, et il se trouve que ces sujets avaient tous eu des traumas. Pas forcément la foudre, mais des traumas violents, très violents. Voilà. En tirer de conclusion, non. Alors, dire que c'est un faisceau laser, en quelque sorte, laser de rien, mais je vous l'affirme, je crois que c'est des spéculations qui n'ont rien de vraiment scientifique, mais ça peut être que des spéculations. Et pourtant, Jimmy touchait beaucoup à comprendre mieux pourquoi certains sujets manifestent des capacités qui violent apparemment les lois élémentaires de la physique. Déplacer un objet à distance, transformer la matière à travers des tubes de verre scellés, enfin bref, diverses expériences que nous avons menées. Au fond, pourquoi quelques sujets comme cela seraient investis de cette capacité? En fait, il semblerait que, sans forcément recevoir des coups sur la tête ou d'autres traumas, on puisse, dans les stages que j'ai eu l'occasion d'organiser avec les concours de nos amis Crop, 2 stages ici, et la moitié des personnes présentes ont manifesté des phénomènes paranormaux, y compris le phénomène qui est la Rolls-Royce des phénomènes, donc des torsions de barre. Alors avec Jimmy, nous avons échangé beaucoup sur ce sujet, et j'ai appris, ma mémoire avait zappé, pourquoi je n'en sais rien, par notre ami Daniel, que Jimmy m'avait invité à Marseille. C'est à Marseille, dans la galerie marchande de quel endroit, Marseille? Enfin bref, où j'ai effectué des phénomènes paranormaux dans cette galerie, avec donc la présentation qu'avait faite Jimmy. Enfin, ce que je retiens, surtout la preuve, j'avais zappé,
c'est vraiment ces échanges très intimistes, et puis au fond nous partagions quelque chose de très commun, c'est vouloir imposer, essayer de communiquer, lui sur la réalité des ovnis et moi sur la réalité de la parapsychologie. Alors je peux vous dire que nous avions vraiment ce point commun, les coups de bâton que nous avons reçus. J'en reçois beaucoup moins maintenant parce que quand même mes travaux ont été publiés à l'Académie des sciences, mais bon, mes critiques oublient complètement tous les travaux qui réellement ont mené à une noblesse de la parapsychologie. Mais je me souviens d'émissions, puisque maintenant je travaille régulièrement donc, pour le groupe TF1, et je me souviens d'émissions à l'époque avec Christophe de Chavannes ou tout, c'était des embuscades qui étaient tendues à Jimmy. Je dis bien des embuscades. Et j'ai revu des séquences où vraiment, de façon impassible, de façon... Ça va au-delà du courage. Ça va au-delà du courage. Et finalement, qui c'est qui passait pour être ridicule? C'est De Chavannes, c'est Carmouze et compagnie. Parce qu'il continuait son propos, et pour ceux qui l'ont connu mieux que moi, bien sûr mieux que moi, savent vraiment ce que je veux dire par cette espèce d'attitude où il ne se démontait pas, il continuait à affirmer avec des arguments. La seule, je pense, qu'il a interviewé de façon respectueuse, c'est Caroline Tresca, qui l'a reçu fort aimablement. Il y a eu un échange très courtois. Il était assis, je me souviens, sur une petite marche et tout, etc. C'était très convivial. Mais c'était exceptionnel, exceptionnel. Et voilà, alors ces rapports avec Jimmy, alors évidemment, il m'a un peu titillé, puisque certains le savent ici, j'ai une carrière d'aventurier, pas tout à fait, dans la lumière, puisque quand on est agent de renseignement pendant quelques années pour la CIA et pour la DGSE, en général, on ne fait pas une publicité abusive sur ce que nous faisons, mais il y a des choses que nous savons, de Marseille bien évidemment. Oui, ça. Il y a des choses que nous savons maintenant, mais sinon, après déjeuner, c'est difficile de rester éveillé. Et ça, je tiens à ce que l'auditoire reste quand même éveillé. Et donc, mais il était très informé, hein, il arrivait toujours à... Alors, il y a des choses, il a compris que je ne pouvais pas trop lui confier, simplement, je n'ai pas une notion du secret particulière, mais quand on fait ce genre de métier parallèle à un métier privé, on ne peut pas non plus trop se laisser aller, sinon on a des soucis. Mais il avait compris que je pouvais, en ce qui me concerne, alors que ce n'est pas forcément mon domaine de recherche, puisque c'est la physique théorique et les neurosciences, il avait compris que je savais que c'était une réalité, les extraterrestres. Et lorsque nous avons échangé plus avant, je lui ai dit notre sentiment, mais comme dirait Lao Tse, va vers ceux qui cherchent la vérité, éloigne-toi de ceux qui prétendent l'avoir trouvée. Donc je garderai bien, même dans les entretiens que j'avais avec Jimmy, de dire, ben voilà. Mais ce que nous pensons, même encore actuellement, il semble confirmé, sur le plan de la physique théorique et de la cosmologie, il semblerait qu'en fait, ce sont des effractions d'univers à univers. Nous serions dans un bain d'univers multiples, qu'on appelle les multivers, théorie de partage Hubert-Reeves, et notamment le physicien russe Linde. Ce sont des univers multiples qui s'interpénètrent, qui ont des dimensions différentes. Et ces extraterrestres ne seraient pas forcément appartenant à notre galaxie, à notre système dimensionnel, mais à d'autres dimensions, et ce seraient des effractions accidentelles. Ça peut expliquer certaines manifestations dites extraterrestres, mais ça ne les explique pas tous, notamment au niveau d'un anthropomorphisme qui fait penser à l'être humain. Et là, ça ne cadre pas du tout. Mais pour des raisons qui ne m'appartiennent pas encore, encore une fois, ce n'est pas le son du secret, les extraterrestres n'ont pas toute l'apparence de petits gris ou d'autres morphologies similaires. Je vais arrêter mon bavardage parce que, vous l'avez compris, j'ai tendance à... Il est gentil, mais s'il se répand trop, je ne vais pas pouvoir laisser la parole à d'autres. Alors, Jimmy aussi, j'avais parlé de... Vous savez, de ces communications scientifiques qui peuvent être faites via, justement, les entités d'un autre monde.
où ça expliquerait certaines découvertes absolument spontanées et inattendues qui sont faites dans du milieu scientifique. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible, mais c'est vrai que moi qui suis très près de certains domaines, il est vrai que notamment, hélas, dans le domaine d'instruments de pouvoir, donc de l'armement, c'est vrai qu'il y a des découvertes qui ont été faites de façon absolument inattendue et dramatiquement en perspective efficace, si je puis dire. Voilà, je cesse mon propos. Si vous avez des questions à poser, voilà. Alors, je n'ai pas l'habitude de parler dans un micro, je ne suis pas du tout conférencière. Je suis anti-conférencière, mais pas du tout. Voilà, depuis plusieurs jours, il est venu, donc je l'ai contacté. Maintenant, vous prenez vos laissés si ça vous dérange. Voilà, ça s'est passé jeudi après-midi. Jimmy était derrière moi. Et voilà ce qu'il m'a écrit. Alors quand j'écris, après je ne me rappelle plus de rien. Voilà ce qu'il m'a écrit. Je suis là pour vous tous, mais aussi pour la paix dans le monde. Il y a de l'espoir dans ce bas monde. La vie est belle. Il faut agir pour le bien, mais aussi lutter contre le mal. Mais surtout ne pas commettre d'erreurs. Sur Terre, les forces démoniaques sont démesurées. Il faut persévérer dans le bien, mais ne pas agir sans conséquence. Il faut être vigilant, car le monde est imparfait. Le monde est tel qu'il est, mais l'amour est grand. Il y a beaucoup d'erreurs et de malheurs. Les forces démoniaques sont des entités extraterrestres qui veulent manipuler. Ils sont là parmi nous. Tout terrien a le droit d'être libre. Il a bien insisté là-dessus. La joie de vivre sur Terre est entravée par la force des extraterrestres, qui est comme le feu qui dévore la Terre. Et le feu, c'est la flamme qui se termine par le malheur. La mort, c'est le recommencement de tout, le recommencement d'une autre civilisation. Je sais qu'une autre civilisation recommencera et qui mettra un terme à tous ces malheurs. La civilisation pourra se reconstituer et elle sera libre. Mais attention aux erreurs du passé. Je vous aime et vous me manquez. Je vais bien, Jimmy. Alors, je vais passer la parole directement à Jean-Michel Thibault. Voilà, à Jean-Michel Thibault, qui a bien connu Jimmy. Voilà, alors Jean-Michel... Dans des circonstances un peu mystérieuses. Moi, je suis un spécialiste, peut-être certains d'entre vous m'ont lu, de Rennes-le-Château, du Bugarac, enfin des histoires un peu mystérieuses et des trésors. Jimmy disait de moi que j'étais plus un aventurier qu'un écrivain, ce qui est vrai d'ailleurs, je suis plus aventurier qu'écrivain. Plus fort, Jean-Michel, plus fort. Plus fort, oui, donc plus aventurier qu'écrivain. Et je sais que je l'ai rencontré parce qu'à un moment dans ma vie, je faisais des choses que j'aimais pas trop. J'étais dans l'armée, on a parlé de la DGSE, là, donc je n'étais pas très loin de tout ça. J'étais chargé de surveiller les ingénieurs généraux de l'armement, entre autres, et surtout sur la construction des coques au titane, à Ballard. Et j'avais commencé à écrire, donc c'était en 78, je commençais à écrire un livre qui s'appelle Les âmes brûlantes. Je travaillais sur les manuscrits de la mer morte, parce que mon héros devait découvrir les manuscrits de la mer morte et les rapporter à un juif kabbaliste. Et puis je racontais ça à un ingénieur avec qui j'étais vraiment en très bon terme. Et il me dit, mais vous qui vous intéressez à ces histoires là, de Rennes-le-Château, de Templiers, etc., vous savez qu'il existe une montagne à côté de Rennes-le-Château, qui s'appelle le Bugarac. Et il me dit, nous, l'armée, on fait des études sur cette montagne. Et j'ai dit, ah bon, et qu'est-ce qu'elle a de spécial? Il y a certaines périodes de l'année, on interdit le survol de la montagne, parce que c'est impossible. Et j'ai dit, mais dites-moi en plus, parce que ça m'intéresse, le plus que du point de vue romanesque, ça m'intéresse. Et là, il me dit, on pense que c'est pas humain, et on travaille sur la porte du temps, sur une porte tridimensionnelle. Entre-temps, j'avais rencontré, au cours d'une conférence, Jimmy, et je lui fais part un petit peu de tout ça, et il me dit, je voudrais en savoir plus. Donc petit à petit, je le renseignais sur le Bugarac,
Et on parlait beaucoup de Rennes le Château, on n'était pas du tout d'accord, parce que lui, évidemment, c'était beaucoup les petits gris. Moi, c'était plus la magie noire et le paranormal. Sur le paranormal, on se rejoignait. Par contre, on était d'accord sur le Bugarac. On pense que c'était soit une balise, soit une base, soit quelque chose, en tout cas, qui n'était pas humain et qui était extraterrestre. Je ne disais pas que c'était des petits gris, mais en tout cas, on était d'accord sur le fait que cette montagne avait quelque chose qui était lié à l'univers, à l'extérieur. Donc, après, beaucoup plus tard, il a fait une interview sur moi, peut-être que vous avez vu sur cassette, où je parle de Bugarac, je parle de Rennes le Château. Et bon, petite anecdote, c'était un homme qui était juste. L'idée de justice, c'était vraiment, pour moi, c'était représenté par Jimmy Dieu. Et il était juste, il était pur, généreux, honnête. Il ne faisait pas ça pour l'argent. Vraiment, c'est pas quelqu'un qui faisait ça pour l'argent. Et il a été ulcéré, mais vraiment ulcéré, quand l'évêque de Carcassonne a demandé mon excommunication au pape. Et ouais, parce que j'étais considéré vraiment comme un personnage vraiment sulfureux quoi, à l'époque. Et ça l'a vraiment ulcéré. Il trouvait ça injuste. Mais cela dit, quand on discutait sur les manuscrits de la mer morte, parce qu'on avait beaucoup de discussions sur les fils de la lumière et les fils des ténèbres, et je lui disais, oh mais toi, si je te considère par rapport au manuscrit de la mer morte, tu es un fils de la lumière. Oui, mais il me disait, toi tu es un fils des ténèbres. Et voilà, donc c'est des anecdotes que je voulais. Bon, j'en avais eu plusieurs comme ça sur Jimmy. On avait un petit peu un ennemi commun qui s'appelait Gérard de Sède. On trouvait un petit peu bizarre dans le milieu. Et moi, j'ai appartenu à l'époque à un fameux prieuré, quand on parle Da Vinci Code, et qui m'a complètement manipulé, qui était le prieuré de Sion. Et Jimmy m'a dit, il faut absolument que tu sortes de là-dedans. Il a eu raison. D'ailleurs, j'ai prouvé par la suite que tout ça, c'était dangereux. Et puis j'ai perdu de vue, moi j'ai été blessé en Afghanistan, j'ai perdu de vue Jimmy. Et ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que l'histoire de la barre d'uranium, c'est complètement bidon, ça je le confirme aussi. Il n'y a jamais eu d'uranium sous le siège d'écrivain de Jimmy. Voilà, merci à lui et merci à vous. C'est un hommage que j'avais envie de rendre à un copain qui était Roger Luc Marie. Alors Roger Luc Marie, eh bien c'était un personnage lui aussi. Tu pourras peut-être... viens dire deux mots de Roger Luc, allez. Un écrivain très solide sur le domaine justement, aussi bien de la parapsychologie que de différentes histoires comme notamment aussi les ovnis et ainsi que Sergi Pontoise. Mais sachez ceci. À un certain moment de sa vie, il faisait de la musique en professionnel et une année, il s'est retrouvé avec son groupe au Mexique. Il était jeune. Et au Mexique, un soir, il se laisse entraîner dans une espèce de petite fête comme ça, mais avec des chamans. Il a pris vraisemblablement des champignons. Il a eu une expérience. Quand il est rentré en France, il a quitté la musique. Il est devenu écrivain. Il s'est intéressé à la spiritualité et à l'ésotérisme. Jusqu'à la fin de sa vie. Bon, et Roger Luc, c'était un merveilleux copain. C'est-à-dire, un copain, un frère, un ami. C'est-à-dire qu'il faut bien que vous vous représentiez en cette époque, ces photos que vous avez vues, bon, on est un peu hiératique, etc. Mais c'était avant tout le partage. Et si c'était le partage des idées, c'était aussi le partage des bons moments. Les bons moments autour de la table, les bons moments des bonnes histoires, les bons moments des informations, etc. On n'a jamais été des individus plus ou moins restreints, resserrés, comment dire, très surmoïques, comme on dit en psychologie, non, pas du tout. C'était véritablement une fête de la vie. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, on a voulu créer ça, parce que on se disait, ben, c'est terrible quand les uns et les autres disparaissent, qu'est-ce que ça devient, leur bibliothèque, leur travail, leurs documents, tout ce qu'ils ont pu ramasser tout au long de leur existence. Et bien, on avait fait l'Institut mondial des sciences avancées pour que justement, on puisse continuer et, je dirais, sauvegarder un petit peu le travail qui avait été fait. Et Roger Luc avait été fondateur avec nous de cela. Voilà. Alors vous allez voir Roger Luc. Il me fait penser un petit peu à Serge Reggiani. Je ne sais pas si c'est une petite ressemblance. En tout cas, c'était aussi comme Jimmy un homme de cœur. Et évidemment, quand on pense à cette période, je dois dire que Silvio, Daniel, moi,
Et Tara, ben, on est les derniers survivants du noyau dur, quoi. Voilà, je crois. Là, malheureusement, le temps continue à nous dévorer allègrement, mais bon, voilà. Mais c'est pour ça qu'on passe le flambeau, en quelque sorte. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, Roger Luc, merci d'avoir été avec nous, Roger Luc. Je crois que sa veuve habite encore pas très loin, c'est-à-dire au Castellet ou dans la région, parce qu'il était venu revivre du côté du Castellet. Voilà. Merci. Merci Manu. Paul Oui. Amoros, n'oublie pas. Comment? Paul, pas intervenir. Oui, mais justement. Paul, allez, ça va être à toi. Allez Paul, allez viens Paul. Alors, le suivant, c'est Paul Amoros. Aussi, avant de parler de sa générosité, on est dans les tout débuts des années 80. Je confie 2 livres à mon frère et 2 de ses amis. Ils allaient à Paris en train. Je dis, pour lire dans le train, je leur confie 2 ouvrages de science-fiction faciles à lire qu'on peut lire dans le train. Et ils lisent ces livres de Jenny qui étaient, je crois me souvenir, L'Ordre Vert, et puis Les Yeux de l'épouvante, parce que ça se passe en Provence. Ils lisent ce livre, peu importe, ils vont à Paris, ils vont au cinéma. Mes amis, ils sont 4. Sur un trottoir, un pigeon blessé. Mais l'heure du film arrive, vite il faut aller au cinéma. Ils sortent du cinéma. Retenez qu'ils avaient vu dans le train les livres de Jimmy Dieu. Ils ressortent, allons voir le pigeon s'il est toujours là. Ils sont sur un trottoir, Jimmy est d'Aix-en-Provence. Ils sortent du cinéma, ils vont voir le pigeon qui n'est plus là. Ils lèvent la tête, ils voient Jimmy Dieu et lui disent « Oh, monsieur Jimmy Dieu, on vient de lire vos livres. » C'est le petit clin d'œil du hasard. Mettez les probabilités, vous verrez qu'il n'y en a pas. La deuxième anecdote se passe à la maison. On doit être en 79, au mois de décembre, je m'en souviens très bien. Il est invité chez moi pour discuter de ces choses-là. On boit un apéritif, qu'il ne buvait pas d'ailleurs, et on le sert, et il prend... C'est un gros verre beaucoup plus bon que celui-là. Je le charge de peut-être d'un jus de fruits. Il a le verre dans la main, et puis le verre éclate. Alors, il nous dit « Oula, ta maison doit être chargée, que se passe-t-il » Nous étions dans des histoires de Sergi Pontoise à l'époque. Et revenons à la générosité, c'est ça le plus important, parce que l'humain dans les autres dimensions n'existe pas, mais si nous arrivons à le faire vivre, nous les uns et les autres, dans notre dimension, peut-être pourrions-nous changer quelque chose. Alors un jour, il m'invite chez lui, il me dit « Paul, viens, on descend à la cave ». Et à Aix-en-Provence, traverse Malakoff, je crois. Et puis il me dit, puis je vois tous ces livres, c'est un trésor, des archives et tout. Et puis il me prend une caisse de champagne, vous savez, le champagne tétingé, il parlait dans ses livres, et il me dit, comme ça tu pourras faire l'apéritif et tu rentreras à la maison et offrir ça à tes amis. Et un autre geste généreux, c'est que connaissant mes difficultés, Gilbert a parlé du moulin de soleil qui est cassé maintenant. Il me dit, tiens, toi et certains de tes amis, je vais t'associer dans une aventure des Chevaliers de Lumière. Comme j'ai beaucoup de lecteurs, tu verras, certains liront un de mes ouvrages et tu trouveras de nouveaux clients. Eh bien, il a fait cela, c'était vrai, et certains sont devenus mes amis, et plein d'années après, eh bien, la générosité de Jimmy est là. Et je vais terminer sur une larme à l'œil. Ce que je vais vous dire est authentique et très personnel. Ça se passe dans la nuit du 1er au 2 janvier 2000. Je rêve. Je suis à la maison, je dors, ma femme est à côté de moi. Et puis je vois une jolie femme dans mon rêve qui vient et qui tend la main vers Jimmy et qui le tire vers lui. Cette femme était très très belle. Et moi, dans mon rêve, je parle dans le rêve, je dis « Oh, Jimmy, tu vas quand même pas faire ça, Lucia. Tu vas pas partir encore avec une autre femme. » Et le soir du 2 janvier 2000, Lucia m'appelle en me disant « Jimmy est parti. » Voilà, authentique. Merci à vous. Comme à nous tous, il me manque beaucoup, parce que j'ai quand même travaillé pendant un peu plus de 20 ans avec lui. Ça a commencé un peu avant Sergi Pontoise, ça s'est déclenché à Sergi Pontoise jusqu'à ce qu'il s'en aille. On se téléphonait 2 fois par semaine environ,
lorsqu'on ne partait pas 8 ou 15 jours à travers la France pour faire des expériences, des enquêtes, etc. Voilà. Donc, je suis un très mauvais orateur, j'allais presque dire Alain, Silvio, machin, pareil. Je suis d'accord avec vous, ça m'évite de parler. Donc, Roger a parlé, je suppose, de quelqu'un qui faisait visiter, c'est ça? Voilà. Alors moi, ce que j'aimais chez Lévi, c'était sa façon d'être, sa façon de faire plein de trucs. Je vais vous raconter une histoire qu'Alain a vécue aussi. C'était l'année, je ne sais plus, mais on a fait le festival de l'étrange à Bourges. On était 18, 16, 18, et on est allé visiter le palais de Jacques-Cœur. Donc on est arrivé 18 au palais de Jacques-Cœur, et on a vu un gars qui nous a dit « c'est moi qui vous fais visiter le machin ». Bon d'accord, alors on a fait un tour du palais de Jacques-Cœur, et le gars nous a expliqué la statue, le livre, le machin, le truc, les choses, tout ce qu'il voulait. Ça a duré, je ne sais pas, 45 minutes, 1 heure, je ne sais plus. Et quand ça a été fini, il était 11 heures. Et on a tous pris, enfin Jimmy en particulier a pris le guide du musée, du palais, et il lui a dit est-ce qu'on pourrait revisiter le palais Jacques-Cœur? Mais vous venez de le faire, etc. Alors, attendez, monsieur, je recommence. Est-ce qu'on pourrait vous faire visiter le palais Jacques-Cœur? Alors le gars lui dit, mais c'est moi qui fais visiter. D'accord, écoutez, si ça ne vous dérange pas, on va vous faire visiter le palais Jacques-Cœur. Il a fallu appeler le conservateur du musée, parce que ça fait un peu musée, ça fait un peu tout. Et avec l'accord de cette brave dame, parce que le conservateur c'était une madame, oui, mais je viens avec vous. Ah, je viens avec vous, et on lui a fait visiter, et effectivement, comme on nous disait dans le jeu du Paris, il nous avait expliqué le palais Jacques-Cœur, comme on lui avait dit de nous le faire visiter, c'est-à-dire que le texte quand il expliquait tel machin, tel truc ou telle chose, oui. Ah, oui, lorsqu'il nous expliquait quelque chose, c'est parce qu'il avait reçu d'en haut, pas du ciel, hein, du gouvernement. Il faut dire ça, il faut l'expliquer comme ça, alors que c'était absolument faux, et puis j'étais avec nous. Alors le gars, mais je ne comprends pas, mais non, on m'a dit que, oui, on vous a dit des bêtises, et voilà. Et donc, voilà, ce que j'aimais chez Jimmy, c'était sans crier, sans me faire dire, vous savez, ça c'est ci, ça c'est là, c'est pas vrai, c'est le contraire. Ah bon. Voilà, et après, on a fait d'autres visites, alors là, voilà, bon, moi c'est ce que je retiens de Jimmy, on va vous dire bien sûr qu'il me manque beaucoup. Ce que nous avait envoyé Jean-Claude Pantel, que tu as bien connu aussi, et qui est à Paris, donc il n'a pas pu être présent parmi nous. Donc voilà, je vais vous lire évidemment ce petit hommage qu'il a rendu à Jimmy. Alors voilà, en mémoire de notre ami Jimmy, et à l'intention de tous ceux qui sont venus honorer son souvenir. Alors, nous sommes le 6 décembre 2014 et cela va faire 15 ans que Jimmy nous a quittés. Je me souviens de ce coup de téléphone donné par Lucia en ce matin du 2 janvier 2000. Allô Jean-Claude, Jimmy est décédé. Des coups de téléphone comme celui-là, nous les entendons toujours résonner dans notre tête. Et ce, sans que le temps ne puisse vraiment en atténuer l'impact. C'est en septembre 1971 que je fis la connaissance de Jimmy. Au cours des 2 années précédentes, j'avais tenté en vain de le contacter, suivant les conseils d'un ami qui m'avait dit « Tu devrais essayer de rencontrer Jimmy Gueux. Il anime une émission de radio qui s'appelle Les Carrefours de l'étrange. Et il pourrait t'aider à comprendre ce qui t'arrive. » Il est vrai que depuis 1967, j'avais alors 19 ans, il m'arrivait des choses pour le moins bizarres. Des choses qu'avait occasionné un retour anticipé de l'armée après 4 mois de service et non moins de 7 régiments écumés en France, puis en Allemagne,
avant de précipiter une mise à la retraite encore anticipée, puisque mon employeur, entre parenthèses la sécurité sociale, ne me garda pas dans ses effectifs. Après encore une fois, une succession de mutations, j'étais alors âgé de 28 ans. C'est donc en septembre 1971 que je reçus un coup de téléphone. Un coup de téléphone précisément à la sécurité sociale, qui me comptait encore dans ses rangs. Il s'agissait de Jimmy, à qui l'on avait enfin transmis mes coordonnées, laissées à plusieurs reprises au siège de la radio, où il réalisait ses émissions, et qui se nommait alors l'ORTF. Dès ce jour de septembre 71, nous pouvons dire qu'une amitié naquit, une amitié contre laquelle le temps n'a jamais eu aucune emprise, une amitié qui demeure aujourd'hui au travers du souvenir qui se voit raviver à l'occasion de ce 6 décembre 2014. Durant presque 30 ans, Jimmy participa aux diverses péripéties jalonnant mon existence et celle de mes proches. Il y participa à tel point qu'il alla jusqu'à y consacrer un film dans la série Les Portes du Futur qu'il réalisa avec Olivier Sanguy. À ce film s'ajoute la rédaction de 2 livres, dont l'un fut l'objet d'une anecdote que je relate dans le tome 3 des Visiteurs de l'espace-temps, entre parenthèses, en cours d'écriture. Cette anecdote date de 1987, je vous la livre ici, au fil des lignes qui suivent. Jimmy, de retour du Canada, a tenu à me remettre en main propre son dernier ouvrage, un roman vérité qu'il me consacre et qu'il a intitulé « La terreur qui venait du néant ». Cette appellation n'a pas l'heure de satisfaction nos amis de l'espace-temps qui, séance tenante, nous gratifient d'une réaction assez cocasse. Jimmy m'a proposé de poser à ses côtés afin de faire une photographie souvenir pour laquelle nous exhibons à hauteur du buste un exemplaire du roman vérité en question. Nous nous plaçons donc devant un meuble d'angle acquis récemment chez un ami antiquaire. Pendant que Lucette s'apprête à pérenniser l'instant muni de l'appareil Polaroid que lui a confié Jimmy, sur les indications de ce dernier, mon épouse cadre la scène, puis fait crépiter le flash. Conformément à ce qu'indique le mode d'emploi, nous patientons le laps de temps nécessaire avant d'appuyer sur la petite manette censée nous délivrer l'épreuve. Le résultat n'est pas probant, mis à part un vague fond tirant sur la couleur parme, rien de ce qui se trouvait souhaité ne se dessine. Se montrant à peine surpris et appréhendant la situation avec son traditionnel humour, Jimmy réarme l'appareil, le remet à Lucette, lui renouvelant les recommandations d'usage pour une deuxième tentative. Adossés au même endroit, nous reprenons la pause, subissons l'éblouissement de la lumière artificielle dispensée par le flash, respectons, comme la première fois, le délai préconisé pour extraire l'image de son boîtier. Si un très léger doute avait flotté, l'espace de 5 courtes minutes, sous-entendant une manipulation possible incorrecte de notre opératrice, voire un quelconque dysfonctionnement du Polaroid, cette suspicion se dissipe aussitôt. Ce second tirage effectué, nous nous abandonnons alors à une franche hilarité, lorsque celle-ci dévoile dans la plus parfaite netteté l'intégralité du décor dénué de nos présences. Seul apparaissait le meuble et l'encoignure murale lui servant d'emplacement. Évidemment, face à pareille démonstration, nous capitulons, renonçant à tout essai supplémentaire. Quelques semaines plus tard, nous eûmes tout de même l'opportunité de prendre cette photo,
Des anecdotes comme celle-ci, Jimmy en a partagé beaucoup. Il serait long de les relater ici, dans ce lointain département d'Eure-et-Loir qu'il accueillit pour vivre ces dernières années. J'eus plusieurs fois l'occasion de lui rendre visite et je ne cacherai pas que j'aurais aimé y rencontrer quelquefois l'un ou l'autre de ses amis méridionaux, comme j'aurais aimé ne pas être le seul Provençal à l'accompagner à sa dernière demeure dans la grisaille de ce sinistre matin de janvier. Les circonstances n'avaient sans doute pas voulu que cela se passât autrement. Le prochain 2 janvier, comme chaque année depuis 14 ans à présent, le téléphone, une fois encore, à ma compagne et à moi-même, de converser quelques minutes avec Lucien, qui nous parlera avec toujours la même ferveur de son Jimmy. Je pense qu'en ce 6 décembre 2014, nous devons l'associer à cette réunion du souvenir, comme ont pu le faire ces quelques lignes qui vous transmettent à tous mes plus cordiales pensées. Jean-Claude Pantel. Jean-Claude Pantel est ce qu'on pourrait appeler un médium à effet physique, mais c'est bien plus que ça. Il a manifesté un certain nombre de, disons, d'événements autour de lui. Et effectivement, à partir du moment où il a pris contact avec Jimmy Dieu, il y a eu une étude extrêmement sérieuse, très poussée, qui a été faite sur, alors, des déplacements d'objets, des apports d'objets, des phénomènes sonores, et bien entendu, on avait des processus extrêmement rigoureux en ce qui concernait ces études qui ont été menées pendant quelques années. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Claude Pantel est, vous l'avez compris, un employé de la sécurité sociale. Bon, j'ai rien contre les petits employés, on est tous à différents niveaux du savoir, de la connaissance, du travail, etc. Du moins au début. Seulement quand on lit maintenant les livres de Jean-Claude Pantel, il faut vraiment avoir un très haut niveau intellectuel pour comprendre. Il y a eu chez cet homme, depuis la manifestation, des manifestations qu'il a produites, une véritable transformation, une véritable mutation, comme s'il s'était transformé, comme s'il avait transmuté en quelque sorte. Et bien entendu, ces manifestations, ces effets physiques, sont aussi le fait, évidemment, d'un contact qu'il a eu. Alors, avec une autre dimension, avec des êtres venus d'ailleurs, ça, je ne sais pas, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus, mais toujours est-il que Jean-Claude Pantel a été véritablement transformé par ça. Il a toujours manifesté, bien sûr, depuis le départ, un goût pour la musique, pour la poésie, pour le théâtre, etc. Et il écrivait déjà, mais sa plume, sa pensée, sa conceptualisation, sa conscience se sont considérablement développées, je dirais, déployées. Voilà un petit peu le cas Jean-Claude Pantel qui a été étudié par Jimmy. Et c'est aussi un homme de cœur, comme tous les amis que Jimmy avait autour de lui, parce que c'était comme ça, le semblable attire le semblable quelque part, et il y avait toujours cette qualité d'âme, cette qualité d'être, qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le souvenir, on n'est absolument pas dans le souvenir, je tenais à le dire, parce que on est plutôt dans la mémoire, parce que si le souvenir est là, la mémoire est là. Le souvenir, c'est une date dans un calendrier. La mémoire, ça vit dans le cœur. La mémoire, ça n'a pas de passé, ça n'a pas de futur, ça n'a que du présent. C'est ça, la mémoire. À chaque instant, elle est réactivée. C'est le flux éternel du présent, la mémoire. Et Jimmy, c'est ça. Voilà. Alors, je vais vous dire au revoir parce que j'ai d'autres obligations. Je vais avancer pour rendre un autre hommage à un ami qui, lui, Dieu merci, est encore parmi nous. C'est une bonne chose. En tout cas, je voudrais remercier Gilbert qui a eu cette idée essentielle, essence du ciel, hein, de faire cet hommage. Et puis de toute façon, Jimmy, il est avec nous à chaque instant, quoi, c'est tout. Quand on est malheureux de ne pas pouvoir partager avec lui, c'est parce que quand il se passait quelque chose, on se téléphonait. Voilà, on se téléphonait. Et puis surtout, alors ça c'est extraordinaire. On parlait de science-fiction, vous voyez. Quand j'étais en voiture, je dis bon maintenant allez, on passe en vitesse lumière, etc. Enfin, il y avait une enfance permanente dans ce que l'on faisait, un émerveillement permanent.
Et ce qui caractérise Jimmy, c'est ce que je retiens moi de la vie maintenant, qui pour moi se résume à deux qualités. Et Jimmy avait ces deux qualités. L'émerveillement et la bienveillance. Merci. Aussi Gérard Lebas, qui aurait aimé être là, mais il est au Maroc. Alors, il n'a pas pu être là parmi nous. Lui aussi a connu Jimmy. Lui aussi nous a fait un petit mot concernant Jimmy. Alors, c'est vrai que Jimmy aussi, j'ai beaucoup appris avec Jimmy. Il fait partie, il est là-bas. Il fait partie de ceux qui m'ont beaucoup appris, comme Guitarade aussi, comme Boris Chourinov. C'était une époque, l'époque que j'ai eu la chance de connaître aussi, comme Jean-Charles, tout ça. C'était l'époque où les ufologues étaient fraternels, conviviales. On essayait, on se tirait pas la bourre, comme on dit maintenant. Non, il y avait un esprit d'amitié, de fraternité. On s'échangeait les informations. On ne cherchait pas à se les approprier. Combien de fois, que ce soit avec Guitarade, que ce soit aussi avec Jimmy ou quoi, il m'est arrivé de l'informer, notamment sur des événements qui se passaient du côté du camp de Cangeres. Donc j'ai eu fait un peu partie parfois de quelques informations qu'il a obtenues. Donc quelque part j'étais un de ces informateurs aussi, quelque part. Mais on l'a tous été un peu. Oui, quel témoignage déjà? Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, quand on avait fait le... tu parles de l'observation qu'on avait fait... oui, l'observation que Jean-Charles vient de parler, oui. On avait fait une veillée donc au plateau d'Albion, là où étaient les silos. Et lui, il savait que régulièrement, les ovnis étaient au-dessus. Et chaque fois qu'ils ouvraient le plateau d'Albion, eh bien, les ovnis étaient présents. Et donc, une fois, on avait organisé, enfin, une des fois où on allait en veiller avec Jimmy, eh bien, là, on avait eu l'occasion de voir quelque chose d'assez important qui s'était déroulé au-dessus du plateau d'Albion, qui avait duré 1h30 de temps. Donc, moi, j'avais eu la chance de faire partie de ceux qui l'ont vu, puisque je ne dormais pas. Jean-Charles, lui, il était déjà parti un petit peu dans les bras de Morphée, ce qui fait qu'il n'a pas vu le début. Et moi, j'ai eu la chance de le voir. C'était une énorme chose noire qui était stationnée au-dessus de la base. Et je me rappelle encore quand Jimmy nous disait « Regardez, ça doit être l'affolement là-bas ». Toutes les lumières étaient allumées, on voyait des voitures qui allaient, qui venaient dans tous les sens. Et cet objet qui était stationné au-dessus pendant 1h30 de temps, qui ressemblait à un gros nuage un peu bizarre, et un nuage qui reste 1h30 de temps sans bouger alors que tous les autres vont dans tous les sens, c'est quand même un peu bizarre. Donc ça, c'est une anecdote aussi que j'avais eue avec Jimmy. Donc voilà, il m'a beaucoup appris aussi, et c'était une autre époque de l'ufologie. On était sur le terrain bien souvent, ou alors parfois à table, on passait de bons moments aussi. Maintenant, les gens sont plutôt derrière leur ordinateur, à parfois s'engueuler au travers d'un clavier d'ordinateur, ou faire des recherches assis, tranquillement, alors que Jimmy, lui, allait sur le terrain. C'était un homme de terrain, il faut le préciser. Voilà, alors je vais passer la parole à Monique, qui va lire à son tour un hommage de Gérard Lebas. Alors Gérard Lebas, bonjour. Excellente initiative que de consacrer une soirée en la mémoire de Jimmy Dieu. Ce ne fut, ne l'oublions pas, l'un des pionniers en ufologie. Il fut parmi les premiers à s'intéresser au phénomène ovni dans les années 1950. Il s'est très largement impliqué dans l'étude de ce phénomène en se rendant déjà à cette époque auprès des témoins afin de savoir avec précision ce qu'ils avaient observé, ce qu'ils avaient ressenti. Et il procédait déjà au relevé de toutes les informations concernant ces cas. Il retraça tout cela dans plusieurs ouvrages, mais aussi dans des émissions radiophoniques qu'il animait, avec l'intention d'informer un maximum de personnes sur ce phénomène. Auteur également d'ouvrages de science-fiction, il impliqua le phénomène, parfois des personnages du milieu ufologique de l'époque, dans ses ouvrages, qui sont encore aujourd'hui largement appréciés. Esprit imaginaire, débordant d'idées sur l'avenir, il n'hésitait pas à parler des ovnis et de leur occupant dans le futur. Ce pour lui était simplement une réalité. Bien évidemment, ces visions l'entraînaient bien loin des normes scientifiques, du bien-pensant déjà en place à cette époque. Il fut l'objet pour cela de critiques, mais la contrepartie de cet homme, à l'esprit visionnaire, c'est d'avoir amené à s'intéresser, bien souvent sérieusement,
des milliers de personnes qui, sans lui, sans ces scènes en rapport avec les aliens, n'auraient jamais abordé le sujet OVNI. Jimmy Gueux, que j'ai rencontré à plusieurs reprises à la fin des années 60 et début 70, était une personne très sympathique, avec qui on avait plaisir à parler. Ses récits nous enchantaient et les conversations autour d'une bonne table étaient interminables. Nous le regrettons et nous lui devons beaucoup. Jimmy Gueux, que j'ai vu lors de plusieurs conférences, j'extrais ici une photo que j'ai prise lors de l'une d'elles, vous pourrez le voir. Elle était passionnante lors de ses exposés et il vivait véritablement ses récits. Il passionnait son public et il avait un don particulier pour narrer ses enquêtes et comment il concevait l'existence des êtres extraterrestres, des aliens, qu'il voyait déjà parmi nous. Certains croyaient dur comme fer à ce qu'il évoquait, d'autres n'en étaient vraiment pas persuadés, mais pardonnaient très vite à Jimmy ses rêves qui faisaient à tout le monde passer une excellente soirée. C'est vraiment sympathique de consacrer cette soirée à Jimmy de cœur. Je suis avec vous. Et c'est l'occasion de lui adresser, là où il se trouve maintenant, certainement en compagnie de Petit Gris, une amicale pensée. Gérard Lebas. Alors, les témoignages d'amitié, donc, pour Jimmy, justement, il y a Roger Correa aussi, qui par téléphone nous a fait un témoignage d'amitié. Jean-Yves Gambetta, que vous avez entreaperçu à un moment donné, pour ceux qui l'ont connu, qui était l'ancien président de l'INSA, justement, qui n'a pas pu venir. Il aurait bien aimé être parmi nous, mais il n'a pas pu le faire. Voilà, ensuite, Alain Bala, je viens de le lire. Bien, je crois que c'est tout, ce qui est déjà pas mal. Voilà, toutes ces personnes-là auraient aimé être là et n'ont pas pu le faire, mais quelque part, elles sont ici parmi nous. Je pense que cet hommage qu'on a rendu aujourd'hui vous aura permis, pour ceux qui ne le connaissaient pas, d'avoir une petite idée de ce chercheur infatigable qui était Jimmy. Pour ceux qui l'ont connu, c'est des moments, je pense, d'émotion qu'on n'oubliera pas. Alors, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui sont intéressés au mois de février. Nous allons organiser ici, dans ce même restaurant, un cocktail conférence. C'est moi-même qui vais faire l'intervention. Ça sera sur les machines du passé. Donc, ça sera du domaine de l'archéo-ufologie. Les ovnis au travers de l'histoire, ou plutôt l'ufologie au travers de l'histoire. Ce sera ici. Voilà, des machines qui ont été inventées dans le passé et dont certaines machines ne peuvent pas être l'œuvre humaine.